La Terre, partie 4 du livre audio, deuxième partie du roman. Chapitre 1. Il était 4 heures. Le jour se levait à peine, un jour rose des premiers matins de mai. Sous le ciel pâlissant, les bâtiments de la borderie sommeillaient encore, à demi sombres. 3 longs bâtiments aux 3 bords de la vaste cour carrée. La bergerie au fond, les granges à droite, la vacherie, l'écurie et la maison d'habitation à gauche. Fermant le 4e côté, la porte charretière était close, verrouillée d'une barre de fer. Et, sur la fosse à fumier, seul un grand coq jaune sonnait le réveil de sa note éclatante de clairon. Un second coq répondit, puis un 3e. L'appel se répéta, s'éloigna de ferme en ferme, d'un bout à l'autre de la Beauce. Cette nuit-là, comme presque toutes les nuits, Hourdequin était venu retrouver Jacqueline dans sa chambre, la petite chambre de servante qui lui avait laissé embellir d'un papier à fleurs, de rideaux de percale et de meubles d'acajou. Malgré son pouvoir grandissant, elle s'était heurtée à de violents refus. Chaque fois qu'elle avait tenté d'occuper, avec lui, la chambre de sa défunte femme, la chambre conjugale qu'il défendait par un dernier respect. Elle en restait très blessée. Elle comprenait bien qu'elle ne serait pas la vraie maîtresse tant qu'elle ne coucherait pas dans le vieux lit de chêne drapé de cotonnade rouge. Au petit jour, Jacqueline s'éveilla et elle demeurait sur le dos, les paupières grandes ouvertes, tandis que, près d'elle, le fermier ronflait encore. Ses yeux noirs rêvaient dans cette chaleur excitante du lit. Un frisson gonfla sa nudité de jolie fille mince. Pourtant, elle hésitait. Puis elle se décida, enjamba doucement son maître, la chemise retroussée, si légère et si souple, qu'il ne la sentit point. Et, sans bruit, les mains fiévreuses de son brusque désir, elle passa un jupon. Mais elle heurta une chaise, il ouvrit les yeux à son tour. « Tiens, tu t'habilles ? Où vas-tu ?»« J'ai peur pour le pain, je vais voir. » Hourdequin se rendormit, bégayant, étonné du prétexte, la tête en sourd travail dans l'accablement du sommeil. Quelle drôle d'idée ! Le pain n'avait pas besoin d'elle à cette heure. Et il se réveilla en sursaut sous la pointe aiguë d'un soupçon. Ne la voyant plus là, étourdi, il promenait son regard vague autour de cette chambre de bonne où étaient ses pantoufles, sa pipe, son rasoir. Encore quelques coups de chaleur de cette gueuse pour un valet. Il lui fallut 2 minutes avant de se reprendre. Il revit toute son histoire. Son père, Isidore Hourdequin, était le descendant d'une ancienne famille de paysans de Cloyes, affinés et montés à la bourgeoisie au XVIe siècle. Tous avaient eu des emplois dans la gabelle. Un grenetier à Chartres, un autre contrôleur à Châteaudun, et Isidore, orphelin de bonheur, possédait une 60aine de 1000 francs lorsque, à 26 ans, privé de sa place par la Révolution, il eut l'idée de faire fortune avec les vols de ces brigands de républicains qui mettaient en vente les biens nationaux. Il connaissait admirablement la contrée. Il flaira, calcula, paya 30 000 francs, à peine le 5e de leur valeur réelle, les 150 hectares de la borderie, tout ce qu'il restait de l'ancien domaine des Rognes-Bouqueval. Pas un paysan n'avait osé risquer ses écus. Seuls des bourgeois, des Robins et des financiers tirèrent profit de la mesure révolutionnaire. D'ailleurs, c'était simplement une spéculation, car Isidore comptait bien ne pas s'embarrasser d'une ferme, la revendre à son prix dès la fin des troubles, quintupler ainsi son argent. Mais le directoire arriva et la dépréciation de la propriété continuait. Il ne put vendre avec le bénéfice rêvé. Sa terre le tenait. Il en devint le prisonnier, à ce point que, têtu, ne voulant rien lâcher d'elle, il eut l'idée de la faire valoir lui-même, espérant y réaliser enfin la fortune.
Vers cette époque, il épousa la fille d'un fermier voisin qui lui apporta 50 hectares. Dès lors, il en eut 200. Et ce fut ainsi que ce bourgeois, sorti depuis 3 siècles de la souche paysanne, retourna à la culture. Mais à la grande culture, à l'aristocratie du sol qui remplaçait l'ancienne toute-puissance féodale. Alexandre Hourdequin, son fils unique, était né en 1804. Il avait commencé d'exécrables études au collège de Châteaudun. La terre le passionnait. Il préféra revenir aider son père, décevant un nouveau rêve de ce dernier qui, devant la fortune lente, aurait voulu vendre tout et lancer son fils dans quelque profession libérale. Le jeune homme avait 27 ans lorsque, le père mort, il devint le maître de la Borderie. Il était pour les méthodes nouvelles. Son premier soin, en se mariant, fut de chercher non du bien, mais de l'argent, car, selon lui, il fallait s'en prendre au manque de capital si la ferme végétait. Et il trouva la dot désirée, une somme de 50 000 francs que lui apporta une sœur du notaire Bailhache, une demoiselle mûre, son aînée de 5 ans, extrêmement laide, mais douce. Alors commença, entre lui et ses 200 hectares, une longue lutte, d'abord prudente, peu à peu enfiévrée par les mécomptes, lutte de chaque saison, de chaque jour, qui, sans l'enrichir, lui avait permis de mener une vie large de gros hommes sanguins, décidés à ne jamais rester sur ses appétits. Depuis quelques années, les choses se gâtaient encore. Sa femme lui avait donné 2 enfants, un garçon qui s'était engagé par haine de la culture et qui venait d'être fait capitaine après Solferino. Une fille délicate et charmante, sa grande tendresse, l'héritière de la Borderie, puisque son fils ingrat courait les aventures. D'abord, en pleine moisson, il perdit sa femme. L'automne suivant, sa fille mourait. Ce fut un coup terrible. Le capitaine ne se montrait même plus une fois par an. Le père se trouva brusquement seul, l'avenir fermé, sans l'encouragement désormais de travailler pour sa race. Mais si la blessure saignait au fond, il resta debout, violent et autoritaire. Devant les paysans qui ricanaient de ses machines, qui souhaitaient la ruine de ce bourgeois assez audacieux pour tâter de leur métier, il s'obstina. Et que faire, d'ailleurs ? Il était de plus en plus étroitement le prisonnier de sa terre. Le travail accumulé, le capital engagé l'enfermait chaque jour davantage, sans autre issue possible désormais que d'en sortir par un désastre. Hourdequin, carré des épaules, avec sa large face haute en couleur, n'ayant gardé que des mains petites de son affinement bourgeois, avait toujours été un mâle despotique pour ses servantes. Même du temps de sa femme, toutes étaient prises, et cela naturellement, sans autre conséquence, comme une chose due. Si les filles de paysans pauvres qui vont en couture se sauvent parfois, pas une de celles qui s'engagent dans les fermes n'évite l'homme, les valets ou le maître. Madame Hourdequin vivait encore lorsque Jacqueline entra à la Borderie par charité. Le père cognait, un vieil ivrogne, la rouait de coups, et elle était si desséchée, si minable, qu'on lui voyait les os du corps, au travers de ses guenilles. Avec ça, d'une telle laideur, croyait-on, que les gamins la huaient. On ne lui aurait pas donné 15 ans, bien qu'elle en eût alors près de 18. Elle aidait la servante, on l'employait à de basses besognes, à la vaisselle, au travail de la cour, au nettoyage des bêtes, ce qui achevait de la crotter, salie à plaisir. Pourtant, après la mort de la fermière, elle parut se décrasser un peu. Tous les valets la culbutaient dans la paille. Pas un homme ne venait à la ferme sans lui passer sur le ventre. Et, un jour qu'elle l'accompagnait à la cave, le maître, dédaigneux jusque-là, voulut aussi goûter de ce laideron mal tenu. Mais elle se défendit furieusement, l'égratigna, le mordit, si bien qu'il fut obligé de la lâcher. Dès lors, sa fortune était faite. Elle résista pendant 6 mois, se donna ensuite par petits coins de peau nue.
De la cour, elle était sautée à la cuisine. Servante en titre, puis elle engagea une gamine pour l'aider. Puis, tout à fait dame, elle eut une bonne qui la servit. Maintenant, de l'ancien petit torchon, s'était dégagée une fille très brune, l'air fin et joli, qui avait la gorge dure, les membres élastiques et forts de fausse maigre. Elle se montrait d'une coquetterie dépensière, se trempait de parfums tout en gardant un fond de malpropreté. Les gens de Rognes, les cultivateurs des environs, n'en demeuraient pas moins étonnés de l'aventure. Était-ce Dieu possible qu'un Richard se fût entiché d'une mauviette pareille, pas belle, pas grasse, de la cognette enfin, la fille à Cognet, à ce soulard qu'on voyait depuis 20 ans casser les cailloux sur les routes. Ah, un fier beau-père, une fameuse catin. Et les paysans ne comprenaient même pas que cette catin était leur vengeance, la revanche du village contre la ferme, du misérable ouvrier de la glèbe contre le bourgeois enrichi, devenu gros propriétaire. Hourdequin, dans la crise de ses 55 ans, s'acoquinait, la chair prise, ayant le besoin physique de Jacqueline, comme on a le besoin du pain et de l'eau. Quand elle voulait être bien gentille, elle l'enlaçait d'une caresse de chatte, elle le gorgeait d'un dévergondage sans scrupule, sans dégoût, tel que les filles ne l'osent pas. Et, pour une de ces heures, il s'humiliait, il la suppliait de rester, après des querelles, des révoltes terribles de volonté, dans lesquelles il menaçait de la flanquer dehors, à grands coups de botte. La veille encore, il l'avait giflée, à la suite d'une scène qu'elle lui faisait pour coucher dans le lit où était morte sa femme. Et, toute la nuit, elle s'était refusée, lui allongeant des tapes dès qu'il s'approchait. Car, si elle continuait à se donner le régal des garçons de la ferme, elle le rationnait, lui, le fouettait d'abstinence, afin d'augmenter son pouvoir. Aussi, ce matin-là, dans cette chambre moite, dans ce lit défait où il la respirait encore, fut-il repris de colère et de désir. Depuis longtemps, il flairait ces continuelles trahisons. Il se leva d'un saut, il dit à voix haute « Ah, bougresse, si je te pince !» Vivement, il s'habilla et descendit. Jacqueline avait filé à travers la maison muette, éclairée à peine par la pointe de l'aube. Comme elle traversait la cour, elle eut un mouvement de recul en apercevant le berger, le vieux Soulas, déjà debout. Mais son envie la tenait si fort qu'elle passa outre. Tant pis. Elle évita l'écurie de 15 chevaux où couchaient 4 des charretiers de la ferme, alla au fond dans la soupente qui servait de lit à Jean. De la paille, une couverture, pas même de drap. Et, l'embrassant tout endormie, lui fermant la bouche d'un baiser, frissonnante, essoufflée, à voix très basse. « C'est moi, grosse bête. Aie pas peur. Vite, vite, dépêchons. » Mais il s'effraya, il ne voulut jamais, à cette place, dans son lit, crainte d'une surprise. L'échelle du fenil était près de là, ils grimpèrent, laissèrent la trappe ouverte, se culbutèrent au milieu du foin. « Oh, grosse bête, répétait Jacqueline pâmée, avec son roucoulement de gorge qui semblait lui monter des flancs. Il y avait près de 2 ans que Jean Macquart se trouvait à la ferme. En sortant du service, il était tombé à Bazoches le doyen avec un camarade menuisier comme lui, et il avait repris du travail chez le père de ce dernier, petit entrepreneur de village qui occupait 2 ou 3 ouvriers. Mais il ne se sentait plus le cœur à la besogne. Les 7 années de service l'avaient rouillé, dévoyé, dégoûté de la scie et du rabot, à ce point qu'il semblait un autre homme. Jadis, à Plassans, il tapait dur sur le bois, sans facilité pour apprendre, sachant tout juste lire, écrire et compter. Très réfléchi pourtant, très laborieux, ayant la volonté de se créer une situation indépendante en dehors de sa terrible famille. Le vieux Macquart le tenait dans une dépendance de fille, lui soufflait sous le nez ses maîtresses, allait chaque samedi à la porte de son atelier lui voler sa paie.
Aussi, lorsque les coups et la fatigue eurent tué sa mère, suivit-il l'exemple de sa sœur Gervaise, qui venait de filer à Paris avec un amant. Il se sauva de son côté, pour ne pas nourrir son fainéant de père. Et, maintenant, il ne se reconnaissait plus. Non qu'il fût devenu paresseux à son tour, mais le régiment lui avait élargi la tête. La politique, par exemple, qui l'ennuyait autrefois, le préoccupait aujourd'hui, le faisait raisonner sur l'égalité et la fraternité. Puis, c'étaient des habitudes de flâne, les factions rudes et oisives, la vie somnolente des casernes, la bousculade sauvage de la guerre. Alors, les outils tombaient de ses mains. Il songeait à sa campagne d'Italie, et un grand besoin de repos l'engourdissait, l'envie de s'allonger et de s'oublier dans l'herbe. Un matin, son patron vint l'installer à la borderie pour des réparations. Il y avait un bon mois de travail, des chambres à parqueter, des portes, des fenêtres à consolider un peu partout. Lui, heureux, traîna la besogne 6 semaines. Sur ces entrefaites, son patron mourut, et le fils, qui s'était marié, alla s'établir dans le pays de sa femme. Demeuré à la borderie, où l'on découvrait toujours des bois pourris à remplacer, le menuisier y fit des journées pour son compte. Puis, comme la moisson commençait, il donna un coup de main, resta 6 semaines encore. De sorte que, le voyant si bien mordre à la culture, le fermier finit par le garder tout à fait. En moins d'1 an, l'ancien ouvrier devint un bon valet de ferme, charriant, labourant, semant, fauchant, dans cette paix de la terre, où il espérait contenter enfin son besoin de calme. C'était donc fini de scier et de raboter, et il paraissait né pour les champs, avec sa lenteur sage, son amour du travail réglé, ce tempérament de bœuf de labour qu'il tenait de sa mère. Il fut ravi d'abord, il goûta la campagne que les paysans ne voient pas, il la goûta à travers des restes de lecture sentimentale, des idées de simplicité, de vertu, de bonheur parfait, tels qu'on les trouve dans les petits contes moraux pour les enfants. À vrai dire, une autre cause le faisait se plaire à la ferme. Au temps où il raccommodait les portes, la cognette était venue s'étaler dans ses copeaux. Ce fut elle réellement qui le débaucha, séduite par les membres forts de ce gros garçon dont la face régulière et massive annonçait un mal solide. Lui céda, puis recommença, craignant de passer pour un imbécile, d'ailleurs tourmenté à son tour du besoin de cette vicieuse qui savait comment on excite les hommes. Au fond, son honnêteté native protestait. C'était mal d'aller avec la bonne amie de M. Hourdequin auquel il gardait de la reconnaissance. Sans doute, il se donnait des raisons. Elle n'était pas la femme du maître, elle lui servait de traînée. Et puisqu'elle le trompait dans tous les coins, autant valait-il en avoir le plaisir que de le laisser aux autres. Mais ses excuses n'empêchaient pas son malaise de croître, à mesure qu'il voyait le fermier s'éprendre davantage. Certainement, ça finirait par du vilain. Dans le foin, Jean et Jacqueline étouffaient leur souffle, lorsque lui, l'oreille restée au guet, entendit craquer le bois de l'échelle. D'un bond, il fut debout, et, au risque de se tuer, il se laissa tomber par le trou qui servait à jeter le fourrage. La tête de Hourdequin, justement, apparaissait de l'autre côté, au ras de la trappe. Il vit du même regard l'ombre de l'homme qui fuyait et le ventre de la femme, encore vautré, les jambes ouvertes. Une telle fureur le poussa qu'il n'eut pas l'idée de descendre pour reconnaître le galant et que, d'une gifle à tuer un bœuf, il rejeta par terre Jacqueline, qui se relevait sur les genoux. « Ah, putain !» Elle hurla. Elle nia l'évidence dans un cri de rage. « Ce n'est pas vrai !» Il se retenait de défoncer à coups de talon ce ventre qu'il avait vu, cette nudité étalée de bête en folie. « Je l'ai vu ! Dis que c'est vrai, ou je te crève !»« Non, 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 pas vrai !» Puis, quand elle se fut enfin remise sur les pieds, la jupe rabattue, elle devint insolente, provocante, décidée à jouer sa toute-puissance.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça te fiche? Est-ce que je suis ta femme? Puisque tu ne veux pas que je couche dans ton lit, je suis bien libre de coucher où ça me plaît. » Elle eut son roucoulement de colombe, comme une moquerie lascive. « Allons, ôte-toi de là, que je descende. Je m'en irai ce soir. »« Tout de suite. »« Non, ce soir. Attends donc de réfléchir. » Il resta frémissant, hors de lui, ne sachant sur qui faire tomber sa colère. S'il n'avait déjà plus le courage de la jeter immédiatement à la rue, avec quelle joie il aurait flanqué le galant dehors. Mais où le prendre maintenant? Il était monté droit au fenil, guidé par les portes ouvertes, sans regarder dans les lits. Et lorsqu'il fut redescendu, les 4 charretiers de l'écurie s'habillaient, ainsi que Jean, au fond de sa soupente. Lequel des 5? Aussi bien celui-ci que celui-là, et les 5 à la file peut-être. Il espérait cependant que l'homme se trahirait. Il donna ses ordres pour la matinée, n'envoya personne au champ, ne sortit pas lui-même, serrant les poings, tournant dans la ferme avec des regards obliques et l'envie d'assommer quelqu'un. Après le déjeuner de 7 heures, cette revue irritée du maître fit trembler la maison. Il y avait, à la borderie, les 5 charretiers pour 5 charrues, 3 batteurs, 2 vachers ou hommes de cour, un berger et un petit porcher, en tout 12 serviteurs, sans compter la servante. D'abord, dans la cuisine, il apostropha cette dernière, parce qu'elle n'avait pas remis au plafond les pelles du four. Ensuite, il rôda dans les 2 granges, celle pour l'avoine, celle pour le blé, immense celle-ci, haute comme une église, avec des portes de 5 mètres. Et il y chercha querelle aux batteurs, dont les fléaux, disait-il, achètent trop la paille. De là, il traversa la vacherie, enrageant de trouver les 30 vaches en bon état, l'allée centrale lavée, les auges propres. Il ne savait à quel propos tomber sur les vachers, lorsque, dehors, en donnant un coup d'œil aux citernes, dont ils avaient aussi l'entretien, il s'aperçut qu'un tuyau de descente était bouché par des nids de pierrots. Ainsi que dans toutes les fermes de la Beauce, on recueillait précieusement les eaux de pluie des toitures à l'aide d'un système compliqué de gouttières. Et il demanda brutalement si l'on allait laisser les moineaux le faire crever de soif. Mais ce fut enfin sur les charretiers que l'orage éclata. Bien que les 15 chevaux de l'écurie eussent de la litière fraîche, il commença par crier que c'était dégoûtant de les abandonner dans une pourriture pareille. Puis, honteux de son injustice, exaspéré davantage, comme il visitait aux 4 coins des bâtiments les 4 hangars où l'on serrait les outils, il fut ravi de voir une charrue dont les mancherons étaient brisés. Alors, il tempêta. Est-ce que ces 5 bougres s'amusaient exprès à casser son matériel? Il leur foutrait leur compte à tous les 5, oui, à tous les 5, pour ne pas faire de jaloux. Pendant qu'il les injuriait, ses yeux de flamme fouillaient leur peau, attendaient une pâleur, un frisson, qui dénonça le traître. Aucun ne bougea, et il les quitta avec un grand geste désolé. En terminant son inspection par la bergerie, Hourdequin eut l'idée d'interroger le berger Soulas. Ce vieux de 65 ans était à la ferme depuis un demi-siècle, et il n'y avait rien amassé, mangé par sa femme, ivrognesse et catin, qu'il venait enfin d'avoir la joie de porter en terre. Il tremblait que son âge ne le fît congédier bientôt. Peut-être que le maître l'aiderait, mais est-ce qu'on savait si les maîtres ne mourraient pas les premiers? Est-ce qu'il donnait jamais de quoi pour le tabac et la goutte? D'ailleurs, il s'était fait une ennemie de Jacqueline, qu'il exécrait, d'une haine d'anciens serviteurs jaloux, révoltés par la fortune rapide de cette dernière venue. Quand elle le commandait, à 7 heures, l'idée qu'il l'avait vu en guenille, dans le crottin, le jetait hors de lui. Elle l'aurait certainement renvoyé, si elle s'en était sentie la puissance. Et cela le rendait prudent. Il voulait garder sa place. Il évitait tout conflit, bien qu'il se crût certain de l'appui du maître. La bergerie, au fond de la cour, occupait tout le bâtiment,
une galerie de 80 mètres où les 800 moutons de la ferme n'étaient séparés que par des claies. Ici, les mères, en divers groupes, là les agneaux, plus loin, les béliers. À 2 mois, on châtrait les mâles, qu'on élevait pour la vente, tandis qu'on gardait les femelles afin de renouveler le troupeau des mères dont on vendait chaque année les plus vieilles. Et les béliers couvraient les jeunes, à des époques fixes, des dichelets croisés de mérinos, superbes avec leur air stupide et doux, leur tête lourde au grand nez arrondi d'hommes à passion. Quand on entrait dans la bergerie, une odeur forte suffoquait, l'exhalaison ammoniacale de la litière, de l'ancienne paille sur laquelle on remettait de la paille fraîche pendant 3 mois. Le long des murs, des crémaillères permettaient de hausser les râteliers à mesure que la couche de fumier montait. Il y avait de l'air pourtant, de larges fenêtres, et le plancher du fenil au-dessus était fait de madriers mobiles qu'on enlevait en partie lorsque diminuait la provision des fourrages. On disait, du reste, que cette chaleur vivante, cette couche en fermentation, molle et chaude, était nécessaire à la belle venue des moutons. Hourdequin, comme il poussait une des portes, aperçut Jacqueline qui s'échappait par une autre. Elle aussi avait songé à Soulas, inquiète, certaine d'avoir été guettée avec Jean. Mais le vieux était resté impassible, sans paraître comprendre pourquoi elle se faisait aimable contre sa coutume. Et la vue de la jeune femme sortant de la bergerie où elle n'allait jamais enfiévra l'incertitude du fermier. « Eh bien, père Soulas, demanda-t-il, rien de nouveau ce matin ?» Le berger, très grand, très maigre, avec un visage long coupé de plis, comme taillé à la serpe dans un nœud de chêne, répondit lentement. « Non, monsieur Hourdequin, rien du tout. Sauf que les tondeurs arrivent et vont tantôt se mettre à la besogne. » Le maître causa un instant pour n'avoir pas l'air de l'interroger. Les moutons qu'on nourrissait là, depuis les premières gelées de la Toussaint, allaient bientôt sortir, vers le milieu de mai, dès qu'on pourrait les conduire dans les trèfles. Les vaches, elles, n'étaient guère menées en pâture qu'après la moisson. Cette beauce si sèche, dépourvue d'herbage naturel, donnait de bonne viande cependant, et c'était routine et paresse si l'élevage du bœuf s'y trouvait inconnu. Même chaque ferme n'engraissait que 5 ou 6 porcs pour sa consommation. De sa main brûlante, Hourdequin flattait les brebis qui étaient accourues, la tête levée, avec leurs yeux doux et clairs, tandis que le flot des agneaux, enfermés plus loin, se pressait en bêlant contre les claies. « Et alors, père Soulas, vous n'avez rien vu ce matin ?» redemanda-t-il en le regardant droit dans les yeux. Le vieux avait vu. Mais à quoi bon parler ? Sa défunte, la garce et la Soularde, lui avaient appris le vice des femmes et la bêtise des hommes. Peut-être bien que la cognette, même vendue, resterait la plus forte, et alors ce serait sur lui qu'on tomberait, pour se débarrasser d'un témoin gênant. « Rien vu du tout, » répéta-t-il, les yeux ternes, la face immobile. Lorsque Hourdequin retraversa la cour, il remarqua que Jacqueline y était demeurée, nerveuse, l'oreille tendue, avec la crainte de ce qui se disait dans la bergerie. Elle affectait de s'occuper de ses volailles, les 600 bêtes, poules, canards, pigeons, qui voletaient, cancanaient, grattaient la fosse à fumier, au milieu d'un continuel vacarme. Et même, le petit porcher ayant renversé un seau d'eau blanche qu'il portait au cochon, elle se détendit un peu les nerfs en le giflant. Mais un coup d'œil jeté sur le fermier la rassura. Il ne savait rien. Le vieux s'était mordu la langue. Son insolence en fut accrue. Aussi, au déjeuner de midi, se montra-t-elle d'une gaieté provocante. Les gros travaux n'étaient pas commencés, on ne faisait encore que 4 repas. L'émietté de lait à 7 heures, la rôtie à midi, le pain et le fromage à 4 heures, la soupe et le lard à 8. On mangeait dans la cuisine, une vaste pièce, où s'allongeait une table flanquée de 2 bancs.
Le progrès n'y était représenté que par un fourneau de fonte qui occupait un coin de l'âtre immense. Au fond s'ouvrait la bouche noire du four, et les casseroles luisaient, d'antiques ustensiles s'alignaient en bon ordre le long des murs enfumés. Comme la servante, une grosse fille laide avait cuit le matin, une bonne odeur de pain chaud montait de la huche, laissée ouverte. « Alors, vous avez l'estomac bouché aujourd'hui ?» demanda hardiment Jacqueline à Hourdequin, qui rentrait le dernier. Depuis la mort de sa femme et de sa fille, pour ne pas manger tout seul, il s'asseyait à la table de ses serviteurs, ainsi qu'au vieux temps, et il se mettait à un bout, sur une chaise, tandis que la servante maîtresse faisait de même à l'autre bout. On était 14, la bonne servait. Quand le fermier se fut assis, sans répondre, la cognette parla de soigner la rôtie. C'étaient des tranches de pain grillées, cassées ensuite dans une soupière, puis arrosées de vin, qu'on sucrait avec de la ripopée, l'ancien mot qui désigne la mélasse en Beauce. Et elle en redemanda à une cuillerée. Elle affectait de vouloir gâter les hommes. Elle lâchait des plaisanteries qui les faisaient éclater de gros rires. Chacune de ces phrases était à double entente, rappelait qu'elle partait le soir. On se prenait, on se quittait, et qui n'en aurait jamais plu, regretterait de ne pas avoir trempé une dernière fois son doigt dans la sauce. Le berger mangeait de son air hébété, pendant que le maître, silencieux, semblait lui aussi ne pas comprendre. Jean, pour ne pas se trahir, était obligé de rire avec les autres, malgré son ennui, car il ne se trouvait guère honnête dans tout ça. Après le déjeuner, Hourdequin donna ses ordres pour l'après-midi. Il n'y avait, dehors, que quelques petits travaux à terminer. On roulait les avoines, on finissait le labour des jachères, en attendant de commencer la fauchaison des luzernes et des trèfles. Aussi garda-t-il 2 hommes, Jean et un autre, qui nettoyèrent le fenil. Et lui-même, accablé maintenant, les oreilles bourdonnantes sous la réaction sanguine, très malheureux, se mit à tourner, sans savoir à quelle occupation tuer son chagrin. Les tondeurs s'étaient installés sous un des hangars, dans un angle de la cour. Il alla se planter devant eux, les regarda. Ils étaient 5, des gaillards efflanqués et jaunes, accroupis avec leurs grands ciseaux d'acier luisants. Le berger, qui apportait les brebis, les 4 pieds fiers, pareils à des outres, les rangeait sur la terre battue du hangar, où elles ne pouvaient plus que lever la tête en bêlant. Et lorsqu'un des tondeurs en saisissait une, elle se taisait, s'abandonnait, ballonnée par l'épaisseur de sa fourrure, que le suint et la poussière cuirassaient d'une croûte noire. Puis, sous la pointe rapide des ciseaux, la bête sortait de la toison comme une main nue d'un gant sombre, toute rose et fraîche, dans la neige dorée de la laine intérieure. Serrée entre les genoux d'un grand sec, une mère, posée sur le dos, les cuisses écartées, la tête relevée et droite, étalait son ventre, qui avait la blancheur cachée, la peau frissonnante d'une personne qu'on déshabille. Les tondeurs gagnaient 3 sous par bête, et un bon ouvrier pouvait en tondre 20 à la journée. Hourdequin, absorbé, songeait que la laine était tombée à 8 sous la livre, et il fallait se dépêcher de la vendre pour qu'elle ne s'échappât trop, ce qui lui enlevait de son poids. L'année précédente, le sang de rate avait décimé les troupeaux de la Beauce. Tout marchait de mal en pis. C'était la ruine, la faillite de la terre, depuis que la baisse des grains s'accentuait de mois en mois. Et, ressaisi par ses préoccupations d'agriculteur, étouffant dans la cour, il quitta la ferme, il s'en alla donner un coup d'œil à ses champs. Toujours ses querelles avec la cognette finissaient ainsi. Après avoir tempêté et serré les poings, il cédait la place, oppressé d'une souffrance que soulageait seule la vue de son blé et de ses avoines roulant leur verdure à l'infini. Ah, cette terre, comme il avait fini par l'aimer, et d'une passion où il n'entrait pas que l'âpre avarice du paysan, d'une passion sentimentale, intellectuelle presque, car il la sentait la mère commune,
qui lui avait donné sa vie, sa substance, et où il retournerait. D'abord, tout jeune, élevé en elle, sa haine du collège, son désir de brûler ses livres n'était venu que de son habitude de la liberté, des belles galopades à travers les labours, des griseries de grand air, aux quatre vents de la plaine. Plus tard, quand il avait succédé à son père, il l'avait aimée en amoureux. Son amour s'était mûri, comme s'il l'eût prise dès lors en légitime mariage pour la féconder. Et cette tendresse ne faisait que grandir à mesure qu'il lui donnait son temps, son argent, sa vie entière, ainsi qu'à une femme bonne et fertile dont il excusait les caprices, même les trahisons. Il s'emportait bien des fois lorsqu'elle se montrait mauvaise, lorsque, trop sèche ou trop humide, elle mangeait les semences sans rendre des moissons. Puis, il doutait, il en arrivait à s'accuser de mal impuissant ou maladroit. La faute en devait être à lui, s'il ne lui avait pas fait un enfant. C'était depuis cette époque que les nouvelles méthodes le hantaient, le lançaient dans les innovations, avec le regret d'avoir été un cancre au collège et de n'avoir pas suivi les cours d'une de ces écoles de culture dont son père et lui se moquaient. Que de tentatives inutiles, d'expériences manquées, et les machines que ses serviteurs détraquaient, et les engrais chimiques que fraudait le commerce. Il y avait englouti sa fortune. La Borderie lui rapportait à peine de quoi manger du pain, en attendant que la crise agricole l'achevât. N'importe, il resterait le prisonnier de sa terre. Il y enterrerait ses os, après l'avoir gardée pour femme jusqu'au bout. Ce jour-là, dès qu'il fut dehors, il se rappela son fils, le capitaine. À eux deux, ils auraient fait de si bonnes besognes. Mais il écarta le souvenir de cet imbécile qui préférait traîner un sabre. Il n'avait plus d'enfants. Il finirait solitaire. Puis l'idée lui vint de ses voisins, les cocards surtout, des propriétaires qui cultivaient eux-mêmes leurs fermes de Saint-Just, le père, la mère, 3 fils et 2 filles, et qui ne réussissaient guère mieux. À la chamade, Robiquet, le fermier, à bout de bail, ne fumait plus, laissait le bien se détruire. C'était ainsi, il y avait du mal partout, il fallait se tuer de travail et ne pas se plaindre. Peu à peu d'ailleurs, une douceur berçante montait des grandes pièces vertes qu'il longeait. De légères pluies, en avril, avaient donné une belle poussée au fourrage. Les trèfles incarnats le ravirent. Il oublia le reste. Maintenant, il coupait par les labours pour jeter un coup d'œil sur la besogne de ses 2 charretiers. La terre collait à ses pieds. Il la sentait grasse, fertile, comme si elle voulût le retenir d'une étreinte. Et elle le reprenait tout entier. Il retrouvait la virilité de ses 30 ans, la force et la joie. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qu'elle? Est-ce que ça comptait, les cognettes, celle-ci ou celle-là, l'assiette où l'on mange tous, dont il faut bien se contenter quand elle est suffisamment propre? Une excuse si concluante à son besoin lâche de cette gueuse acheva de l'égayer. Il marcha 3 heures, il plaisanta avec une fille, justement la servante des cocards, qui revenait de Cloyes sur un âne, en montrant ses jambes. Lorsque Hourdequin rentra à la Borderie, il aperçut Jacqueline dans la cour, qui disait adieu aux chats de la ferme. Il y en avait toujours une bande, 12, 15, 20, on ne savait pas au juste, car les chattes faisaient leur portée dans des trous de paille inconnus, et reparaissaient avec des queues de 5 ou 6 petits. Ensuite, elle s'approcha des niches d'empereurs et de massacres, les 2 chiens du berger, mais ils grognèrent, ils l'exécraient. Le dîner, malgré les adieux aux bêtes, se passa comme tous les jours. Le maître mangeait, causait de son air habituel. Puis, la journée terminée, il ne fut question du départ de personne. Tous allèrent dormir, l'ombre enveloppa la ferme silencieuse. Et, cette nuit même, Jacqueline coucha dans la chambre de feu Madame Hourdequin. C'était la belle chambre, avec son grand lit, au fond de l'alcôve tendue de rouge. Il y avait là une armoire, un guéridon, un fauteuil Voltaire, et, dominant un petit bureau d'acajou,
Les médailles obtenues par le fermier au comice agricole luisaient, encadrées et sous verre. Lorsque la cognette, en chemise, monta dans le lit conjugal, elle s'y étala, y écarta les bras et les cuisses, pour le tenir tout entier, riant de son rire de tourterelle. Jean, le lendemain, comme elle lui sautait aux épaules, la repoussa. Du moment que ça devenait sérieux, ça n'était pas propre, décidément, et il ne voulait plus. Chapitre 2 de la partie 2 du roman. À quelques jours de là, un soir, Jean revenait à pied de Cloyes lorsque, 2 kilomètres avant Rognes, l'allure d'une carriole de paysans qui rentrait devant lui l'étonna. Elle semblait vide, personne n'était plus sur le banc, et le cheval abandonné retournait à son écurie d'une allure flâneuse, en bête qui connaissait son chemin. Aussi le jeune homme l'eut-il vite rattrapé. Il l'arrêta, se haussa pour regarder dans la voiture. Un homme était au fond, un vieillard de 60 ans, gros, court, tombé à la renverse, et la face si rouge qu'elle paraissait noire. La surprise de Jean fut telle qu'il se mit à parler tout haut. « Hé, l'homme, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il a bu? Tiens, et c'est le vieux Mouche, le père aux deux de là-bas. Je crois, nom de Dieu, qu'il est claqué. Ah bien, en voilà une affaire. » Mais, foudroyé par une attaque d'apoplexie, Mouche respirait encore, d'un petit souffle pénible. Jean, alors, après l'avoir allongé, la tête haute, s'assit sur le banc et fouetta le cheval, ramenant le moribond au grand trot, de peur qu'il ne lui passât entre les mains. Quand il déboucha sur la place de l'église, justement, il aperçut Françoise, debout devant sa porte. La vue de ce garçon dans leur voiture, conduisant leur cheval, la stupéfiait. « Quoi donc ?» demanda-t-elle. « C'est ton père qui ne va pas bien. »« Où ça ?»« Là, regarde. » Elle monta sur la roue, regarda. Un instant, elle resta stupide, sans avoir l'air de comprendre, devant ce masque violâtre dont une moitié s'était convulsée, comme tiré violemment de bas en haut. La nuit tombait, un grand nuage fauve qui jaunissait le ciel éclairait le mourant d'un reflet d'incendie. Puis, tout d'un coup, elle éclata en sanglots. Elle se sauva, elle disparut pour prévenir sa sœur. « Lise, Lise, ah, mon Dieu !» Resté seul, Jean hésita. On ne pouvait pourtant pas laisser le vieux au fond de la carriole. Le sol de la maison se creusait de 3 marches du côté de la place, et une descente dans ce trou sombre lui semblait mal commode. Ensuite, il s'avisa que, du côté de la route, à gauche, une autre porte ouvrait sur la cour de plain-pied. Cette cour, assez vaste, était close d'une haie vive. L'eau rousse d'une mare en occupait les 2 tiers, et un demi-arpent de potager et de fruitier la terminait. Alors, il lâcha le cheval, qui, de lui-même, rentra et s'arrêta devant son écurie, près de l'étable où étaient les 2 vaches. Mais, au milieu de cris et de larmes, Françoise et Lise accouraient. Cette dernière, accouchée depuis 4 mois, surprise pendant qu'elle faisait téter le petit, l'avait gardé au bras, dans son effarement. Et il hurlait, lui aussi. Françoise remonta sur une roue. Lise grimpa sur l'autre. Leurs lamentations devinrent déchirantes. Tandis que le père Mouche, au fond, soufflait toujours de son sifflement pénible. « Papa, réponds, dis. Qu'est-ce que t'as, dis donc. Qu'est-ce que t'as, mon Dieu? C'est donc dans la tête que tu ne peux seulement rien dire. Papa, papa, dis, réponds. » « Descendez, vaut mieux le tirer de là, » fit remarquer Jean avec sagesse. Elle ne l'aidait point. Elle s'exclamait plus fort. Heureusement, une voisine, la Frima, attirée par le bruit, se montra enfin. C'était une grande vieille sèche, osseuse, qui, depuis 2 ans, soignait son mari paralytique, et qui le faisait vivre en cultivant elle-même, avec une obstination de bête de somme, l'unique arpent qu'il possédait. Elle ne se troubla pas, sembla juger l'aventure naturelle, et, comme un homme, elle donna un coup de main.
Jean empoigna Mouche par les épaules, le tira jusqu'à ce que la Frima pût le saisir par les jambes. Puis ils l'emportèrent, l'entrèrent dans la maison. « Où est-ce qu'on le met ?» demanda la vieille. Les deux filles, qui suivaient, la tête perdue, ne savaient pas. Leur père habitait en haut, une petite chambre prise sur le grenier, et il n'était guère possible de le monter. En bas, après la cuisine, il y avait la grande chambre à 2 lits qui leur avait cédé. Dans la cuisine, il faisait nuit noire. Le jeune homme et la vieille femme attendaient, les bras cassés, n'osant avancer davantage, de peur de culbuter contre un meuble. « Voyons, faudrait se décider, pourtant !» Françoise, enfin, alluma une chandelle, et, à ce moment, entra la Bécu, la femme du garde champêtre, avertie par son flair, sans doute, par cette force secrète qui, en 1 minute, porte une nouvelle d'un bout à l'autre d'un village. « Hein ? Qu'a-t-il, le pauvre cher homme ? » ?»« Ah, je vois, le sang lui a tourné dans le corps. Vite, asseyez-le sur une chaise. » Mais la Frima fut d'un avis contraire. Est-ce qu'on asseyait un homme qui ne pouvait se tenir ? Le mieux était de l'allonger sur le lit d'une de ses filles. Et la discussion s'aigrissait lorsque parut Fanny avec Nénesse. Elle avait appris la chose en achetant du vermicelle chez Macron. Elle venait voir, remuée, à cause de ses cousines. « Peut-être bien, déclara-t-elle, qu'il faut l'asseoir pour que le sang coule. » Alors Mouche fut tassé sur une chaise, près de la table où brûlait la chandelle. Son menton tomba sur sa poitrine, ses bras et ses jambes pendirent. L'œil gauche s'était ouvert dans le tiraillement de cette moitié de la face, et le coin de la bouche tordue sifflait plus fort. Il y eut un silence. La mort envahissait la pièce humide, au sol de terre battu, aux murs lépreux, à la grande cheminée noire. Jean attendait toujours, gêné, tandis que les 2 filles et les 3 femmes, les mains ballantes, considéraient le vieux. « J'irai bien encore chercher le médecin, » hasarda le jeune homme. La Bécu hocha la tête. Aucune des autres ne répondit. Si ça ne devait rien être, pourquoi dépenser l'argent d'une visite ? Et si c'était la fin, est-ce que le médecin y ferait quelque chose ? Ce qui est bon, c'est le vulnéraire, dit la Frima. Moi, murmura Fanny, j'ai de l'eau-de-vie camphrée. C'est bon aussi, déclara la Bécu. Lise et Françoise, hébétées maintenant, écoutaient, ne se décidaient à rien. L'une berçant Jules, son petit, l'autre les mains embarrassées d'une tasse pleine d'eau que le père n'avait pas voulu boire. Et Fanny, voyant ça, bouscula Nénesse, absorbée devant la grimace du mourant. « Tu vas courir chez nous et tu diras qu'on te donne la petite bouteille d'eau-de-vie camphrée qui est à gauche dans l'armoire. Tu entends ? Dans l'armoire à gauche. Et passe chez grand-père Fouan, passe chez ta tante, la grande, et dis-leur que l'oncle Mouche est très mal. Cours, cours vite !» Quand le gamin eut disparu d'un bond, les femmes continuèrent de disserter sur le cas. La Bécu connaissait un monsieur qu'on avait sauvé en lui chatouillant la plante des pieds pendant 3 heures. La Frima, s'étant souvenue qu'il lui restait du tilleul sur les 2 sous achetés l'autre hiver pour son homme, alla le chercher. Et elle revenait avec le petit sac. Lise allumait du feu après avoir passé son enfant à Françoise lorsque Nénesse reparut. Grand-père Fouan était couché. La grande a dit comme ça que, si l'oncle Mouche n'avait pas tant bu, il n'aurait pas si mal au cœur. Mais Fanny examinait la bouteille qu'il lui remettait, et elle s'écria « Imbécile, je t'avais dit à gauche, tu m'apportes l'eau de Cologne. » « C'est bon aussi, » répéta la Bécu. On fit prendre de force au vieux une tasse de tilleul en introduisant la cuillère entre ses dents serrées. Puis on lui frictionna la tête avec l'eau de Cologne. Et il n'allait pas mieux, c'était désespérant. Sa face avait encore noirci. On fut obligé de le remonter sur la chaise car il s'effondrait. Il menaçait de s'aplatir par terre. « Oh » murmura Nénesse, retournée sur la porte.
Je ne sais pas ce qu'il va pleuvoir. Le ciel est d'une drôle de couleur. Oui, dit Jean, j'ai vu grandir un vilain nuage. Et, comme ramené à sa première idée, n'empêche, j'irai bien encore chercher le médecin si l'on veut. Lise et Françoise se regardaient, anxieuses. Enfin, la seconde se décida, avec la générosité de son jeune âge. « Oui, caporal, allez à Cloyes chercher monsieur Finet. Il ne sera pas dit que nous n'aurons pas fait ce que nous devons faire. » Le cheval, au milieu de la bousculade, n'avait pas même été dételé, et Jean n'eut qu'à sauter dans la carriole. On entendit le bruit de ferraille, la fuite chaotée des roues. La Frimat, alors, parla du curé. Mais les autres, d'un geste, dirent qu'on se donnait déjà assez de mal. Et Nénesse, ayant proposé de faire à pied les 3 kilomètres de Bazoches de Doyen, sa mère se fâcha. Bien sûr qu'elle ne le laisserait pas galoper par une nuit si menaçante, sous cet affreux ciel couleur de rouille. D'ailleurs, puisque le vieux n'entendait ni ne répondait, autant aurait-il valu déranger le curé pour une borne. 10 heures sonnèrent au coucou de Bois-Pin. Ce fut une surprise. Dire qu'on était là depuis plus de 2 heures sans avancer en besogne, et pas une ne parlait de lâcher pied, retenue par le spectacle, voulant voir jusqu'au bout. Un pain de 10 livres était sur la huche, avec un couteau. D'abord, les filles, déchirées de faim malgré leur angoisse, se coupèrent machinalement des tartines qu'elles mangeaient toutes sèches, sans savoir. Puis les 3 femmes les imitèrent, le pain diminua. Il y en avait continuellement une qui taillait et qui croutonnait. On n'avait pas allumé d'autres chandelles, on négligeait même de moucher celles qui brûlaient. Et ce n'était pas gai, cette cuisine sombre et nue de paysans pauvres, avec le râle d'agonie de ce corps tassé près de la table. Tout d'un coup, une demi-heure après le départ de Jean, Mouche culbuta et s'étala par terre. Il ne soufflait plus. Il était mort. « Qu'est-ce que je disais ? On a voulu aller chercher le médecin, fit remarquer la Bécu d'une voix aigre. Françoise et Lise éclatèrent de nouveau en larmes. D'un élan instinctif, elles s'étaient jetées au cou l'une de l'autre, dans leur adoration de sœurs tendres. Et elles répétaient, en paroles entrecoupées, « Mon Dieu, nous ne sommes plus que nous deux. C'est fini. Il n'y a plus que nous deux. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Mon Dieu !» Mais on ne pouvait laisser le mort par terre. En un tour de main, la Frimat et la Bécu firent l'indispensable. Comme elles n'osaient transporter le corps, elles retirèrent le matelas d'un lit, elles l'apportèrent et y allongèrent Mouche, en le recouvrant d'un drap jusqu'au menton. Pendant ce temps, Fanny, ayant allumé les chandelles de 2 autres chandeliers, les posait sur le sol en guise de cierge, à droite et à gauche de la tête. C'était bien, pour le moment. Sauf que l'œil gauche, refermé 3 fois d'un coup de pouce, s'obstinait à se rouvrir et semblait regarder le monde dans cette face décomposée et violâtre qui tranchait sur la blancheur de la toile. Lise avait fini par coucher Jules, la veillée commença. À 2 reprises, Fanny et la Bécu dirent qu'elles partaient, puisque la Frimat offrait de passer la nuit avec les petites. Et elles ne partaient point, elles continuaient de causer à voix basse en jetant des regards obliques sur le mort. Tandis que Nénesse, qui s'était emparée de la bouteille d'eau de Cologne, l'achevait, s'en inondait les mains et les cheveux. Minuit sonna, la Bécu haussa la voix. « Et monsieur Finet, je vous demande un peu, on a le temps de mourir avec lui. Plus de 2 heures pour le ramener de Cloyes. » La porte sur la cour était restée ouverte. Un grand souffle entra, éteignit les lumières, à droite et à gauche du mort. Cela les terrifia toutes, et comme elles rallumaient les chandelles, le souffle de tempête revint, plus terrible, tandis qu'un hurlement prolongé montait, grandissait, des profondeurs noires de la campagne. On aurait dit le galop d'une armée dévastatrice qui approchait, au craquement des branches, au gémissement des champs éventrés.
Elles avaient couru sur le seuil. Elles virent une nuée de cuivre voler et se tordre dans le ciel livide. Et soudain, il y eut un crépitement de mousqueterie. Une pluie de balles s'abattait, cinglante, rebondissante, à leurs pieds. Alors, un cri leur échappa, un cri de ruine et de misère. « La grêle! La grêle !» Saisie, révoltée et blême sous le fléau, elle regardait. Cela dura 10 minutes à peine. Il n'y avait pas de coups de tonnerre, mais de grands éclairs bleuâtres, incessants, semblaient courir au ras du sol, en larges sillons de phosphore. Et la nuit n'était plus si sombre, les grêlons l'éclairaient de rayures pâles, innombrables, comme s'il fût tombé des jets de verre. Le bruit devenait assourdissant, une mitraillade, un train lancé à toute vapeur sur un pont de métal, roulant sans fin. Le vent soufflait en furie, les balles obliques sabraient tout, s'amassaient, couvraient le sol d'une couche blanche. « La grêle, mon Dieu! Ah, quel malheur! Voyez donc, de vrais œufs de poule !» Elle n'osait se hasarder dans la cour pour en ramasser. La violence de l'ouragan augmentait encore, toutes les vitres de la fenêtre furent brisées, et la force acquise était telle qu'un grêlon alla casser une cruche, pendant que d'autres roulaient jusqu'au matelas du mort. « Il n'en irait pas 5 à la livre, » dit la Bécu, qui les soupesait. Fanny et la Frimat eurent un geste désespéré. « Tout est fichu, un massacre !» C'était fini. On entendit le galop du désastre s'éloigner rapidement et un silence de sépulcre tomba. Le ciel, derrière la nuée, était devenu d'un noir d'encre. Une pluie fine, serrée, ruisselait sans bruit. On ne distinguait sur le sol que la couche épaisse des grêlons, une nappe blanchissante qui avait, comme une lumière propre, la pâleur de millions de veilleuses à l'infini. Nénesse, s'étant lancée au dehors, revint avec un véritable glaçon de la grosseur de son poing, irrégulier, dentelé. Et la Frimat, qui ne tenait plus en place, ne put résister davantage au besoin d'aller voir. « Je vais chercher ma lanterne. Faut que je sache le dégât. » Fanny se maîtrisa quelques minutes encore. Elle continuait ses doléances. Ah, quel travail! Ça en faisait, du ravage, dans les légumes et dans les arbres à fruits. Les blés, les avoines, les seigles n'étaient pas assez hauts pour avoir beaucoup souffert. Mais les vignes, ah, les vignes! Et sur la porte, elle fouillait des yeux la nuit épaisse, impénétrable. Elle tremblait d'une fièvre d'incertitude, cherchant à estimer le mal, l'exagérant, croyant voir la campagne mitraillée, perdant le sang par ses blessures. « Hein, mes petites, finit-elle par dire, je vous emprunte une lanterne, je cours jusqu'à nos vignes. » Elle alluma l'une des 2 lanternes. Elle disparut avec Nénesse. La Bécu, qui n'avait pas de terre, au fond, s'en moquait. Elle poussait des soupirs, implorait le ciel par une habitude de mollesse géniarde. La curiosité, pourtant, la ramenait sans cesse vers la porte, et un vif intérêt l'y planta toute droite, lorsqu'elle remarqua que le village s'étoilait de points lumineux. Par une échappée de la cour, entre l'étable et un hangar, l'œil plongeait sur Rognes entier. Sans doute, le coup de grêle avait réveillé les paysans, chacun était pris de la même impatience d'aller voir son champ, trop anxieux pour attendre le jour. Aussi, les lanternes sortaient-elles une à une, se multipliaient, couraient et dansaient. Et la Bécu, connaissant la place des maisons, arrivait à mettre un nom sur chaque lanterne. « Tiens, ça s'allume chez la grande. Et voilà que ça sort de chez les Fouans. Et là-bas, c'est Maqueron. Et à côté, c'est Langueigne. Bon Dieu, le pauvre monde, ça fend le cœur. Ah, tant pis, j'y vais. » Lise et Françoise demeurèrent seules, devant le corps de leur père. Le ruissellement de la pluie continuait, de petits souffles mouillés rasaient le sol, faisaient couler les chandelles. Il aurait fallu fermer la porte, mais ni l'une ni l'autre n'y pensaient, prises elles aussi
et secoué par le drame du dehors, malgré le deuil de la maison. Ça ne suffisait donc pas d'avoir la mort chez soi. Le bon Dieu cassait tout, on ne savait seulement point s'il vous restait un morceau de pain à manger. « Pauvre père !» murmura Françoise, « se serait-il fait du mauvais sang ? Vaut mieux qu'il ne voie pas ça. » Et, comme sa sœur prenait la seconde lanterne, « Où vas-tu ? » ?»« Je songe aux pois et aux haricots, je reviens tout de suite. » Sous l'averse, Lise traversa la cour, passa dans le potager. Il n'y avait plus que Françoise près du vieux. Encore se tenait-elle sur le seuil, très émotionnée par le va-et-vient de la lanterne. Elle crut entendre des plaintes, des larmes. Son cœur se brisait. « Hein ? Quoi ? » cria-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Aucune voix ne répondait. La lanterne allait et venait, plus vite, comme affolée. « Les haricots sont rasés, dis, et les pois ont-ils du mal ? Mon Dieu, et les fruits, et les salades ?» Mais une exclamation de douleur qui lui arrivait distinctement la décida. Elle ramassa ses jupes, courut dans l'averse rejoindre sa sœur. Et le mort, abandonné, demeura dans la cuisine vide, tout raide sous son drap, entre les deux mèches fumeuses et tristes. L'œil gauche, obstinément ouvert, regardait les vieilles solives du plafond. Ah, quel ravage désolait ce coin de terre! Quelle lamentation montait du désastre, entrevue aux lueurs vacillantes des lanternes! Lise et Françoise promenaient la leur, si trempées de pluie que les vitres éclairaient à peine, et elles l'approchaient des planches. Elles distinguaient confusément, dans le cercle étroit de lumière, les haricots et les pois rasés aux pieds, les salades tranchées, hachées, sans qu'on pût songer seulement à en utiliser les feuilles. Mais les arbres surtout avaient souffert. Les menues branches, les fruits en étaient coupés comme avec des couteaux. Les troncs eux-mêmes, meurtris, perdaient leur sève par les trous de l'écorce. Et plus loin, dans les vignes, c'était pis. Les lanternes pullulaient, sautaient, s'enrageaient au milieu de gémissements et de jurons. Les ceps semblaient fauchés, les grappes en fleurs jonchaient le sol avec des débris de bois et de pampres. Non seulement la récolte de l'année était perdue, mais les souches, dépouillées, allaient végéter et mourir. Personne ne sentait la pluie. Un chien hurlait à la mort, des femmes éclataient en larmes comme au bord d'une fosse. Maqueron et Langaigne, malgré leur rivalité, s'éclairaient mutuellement, passaient de l'un chez l'autre, en poussant des noms de Dieu à mesure que défilaient les ruines, cette vision courte et blafarde, reprise derrière eux par l'ombre. Bien qu'il n'eût plus de terre, le vieux Fouan voulait voir, se fâchant. Peu à peu, tous s'emportaient. Était-ce possible de perdre en un quart d'heure le fruit d'un an de travail ? Qu'avait-il fait pour être puni de la sorte ? Ni sécurité, ni justice, des fléaux sans raison, des caprices qui tuaient le monde. Brusquement, la grande, furibonde, ramassa des cailloux, les lança en l'air pour crever le ciel, qu'on ne distinguait pas. Et elle gueulait. « Sacré cochon, là-haut ! Tu ne peux donc pas nous foutre la paix ?» Sur le matelas, dans la cuisine, Mouche, abandonnée, regardait le plafond de son œil fixe. Lorsque 2 voitures s'arrêtèrent devant la porte, Jean ramenait enfin Monsieur Finet après l'avoir attendu près de 3 heures chez lui, et il revenait dans la carriole, tandis que le docteur avait pris son cabriolet. Ce dernier, grand et maigre, la face jaunie par des ambitions mortes, entra rudement. Au fond, il exécrait cette clientèle paysanne qui l'accusait de sa médiocrité. « Quoi, personne ? Ça va donc mieux ?» Puis, apercevant le corps, « Non, trop tard. Je vous le disais bien, je ne voulais pas venir. C'est toujours la même histoire, ils m'appellent quand ils sont morts. » Ce dérangement inutile, au milieu de la nuit, l'irritait, et, comme Lise et Françoise rentraient justement, il acheva de s'exaspérer lorsqu'il apprit qu'elles avaient attendu 2 heures avant de l'envoyer chercher. « C'est vous qui l'avez tué, parbleu ! Est-ce idiot ?
de l'eau de Cologne et du tilleul pour une apoplexie. Avec ça, personne près de lui. Bien sûr qu'il n'est pas en train de se sauver. « Mais, monsieur, balbutia Lise en larmes, c'est à cause de la grêle. » Monsieur Finet, intéressé, se calma. « Tiens, il était donc tombé de la grêle ?» À force de vivre avec les paysans, il avait fini par avoir leur passion. Jean s'était approché, lui aussi, et tous deux s'étonnaient, se récriaient, car ils n'avaient pas reçu un grêlon en venant de Cloyes. Ceux-ci épargnés, ceux-là saccagés, et à quelques kilomètres de distance. Vrai, quelle déveine de se trouver du mauvais côté. Puis, comme Fanny rapportait la lanterne, et que la Bécu et la Frima la suivaient, toutes les trois éplorées, ne tarissant pas en détail sur les abominations qu'elles avaient vues, le docteur, gravement, déclara « C'est un malheur, un grand malheur. Il n'y a pas de plus grand malheur pour les campagnes. » Un bruit sourd, une sorte de bouillonnement l'interrompit. Cela venait du mort, oublié entre les deux chandelles. Tous se turent, les femmes se signèrent. Chapitre 3. 1 mois se passa. Le vieux Fouan, nommé tuteur de Françoise, qui entrait dans sa 15e année, les décida, elle et sa sœur Lise, son aînée de 10 ans, à louer leurs terres aux cousins de l'homme, sauf un bout de pré, pour qu'elles fussent convenablement cultivées et entretenues. Maintenant que les deux filles restaient seules, sans père ni frère à la maison, il leur aurait fallu prendre un serviteur, ce qui était ruineux à cause du prix croissant de la main-d'œuvre. De l'homme, d'ailleurs, leur rendait là un simple service, s'engageant à rompre le bail dès que le mariage de l'une des deux nécessiterait le partage entre elles de la succession. Cependant, Lise et Françoise, après avoir également cédé aux cousins leur cheval, devenu inutile, gardèrent les 2 vaches, la Coliche et Blanchette, ainsi que l'âne Gédéon. Elles gardaient de même leur demi-arpent de potager que l'aînée se réservait d'entretenir, tandis que la cadette prendrait soin des bêtes. Certes, il y avait encore là du travail, mais elles ne se portaient pas mal, Dieu merci. Elles en verraient bien la fin. Les premières semaines furent très dures, car il s'agissait de réparer les dégâts de la grêle, de bêcher, de replanter des légumes. Et ce fut là ce qui poussa Jean à leur donner un coup de main. Une liaison se faisait entre lui et elles deux, depuis qu'il avait ramené leur père moribond. Le lendemain de l'enterrement, il vint demander de leurs nouvelles. Puis il revint causer, peu à peu familier et obligeant, si bien qu'un après-midi, il ôta la bêche des poings de Lise pour achever de retourner un carré. Dès lors, en ami, il leur consacra les heures que ne lui prenaient pas ses travaux à la ferme. Il était de la maison, de cette vieille maison patrimoniale des Fouan, bâtie par un ancêtre, il y avait 3 siècles, et que la famille honorait d'une sorte de culte. Lorsque Mouche, de son vivant, se plaignait d'avoir eu le mauvais lot dans le partage et accusait de vol sa sœur et son frère, ceux-ci répondaient « Et la maison ? Est-ce qu'il n'a pas la maison ?» Pauvre maison en loques, tassée, lézardée et branlante, raccommodée partout de bouts de planches et de plâtras. Elle avait dû être construite en moellon et en terre. Plus tard, on en refit 2 murs au mortier. Enfin, vers le commencement du siècle, on se résigna à en remplacer le chaume par une toiture de petites ardoises, aujourd'hui pourries. C'était ainsi qu'elle avait duré et qu'elle tenait encore. Enfoncées d'1 mètre, comme on les creusait toutes au temps jadis, sans doute pour avoir plus chaud. Cela offrait l'inconvénient que, par les gros orages, l'eau l'envahissait, et l'on avait beau balayer le sol battu de cette cave, il restait toujours de la boue dans les coins. Mais elle était surtout malicieusement plantée, tournant le dos au nord, à la Beauce immense, d'où soufflaient les terribles vents de l'hiver. De ce côté, dans la cuisine, ne s'ouvrait qu'une lucarne étroite, barricadée d'un volet, au ras du chemin, tandis que, sur l'autre face, celle du midi, se trouvaient la porte et les fenêtres. On aurait dit une de ces masures de pêcheurs, au bord de l'océan, dont pas une fente ne regarde le flot.
À force de la pousser, les vents de la Beauce l'avaient fait pencher en avant. Elle pliait, elle était comme ces très vieilles femmes dont les reins se cassent. Et Jean, bientôt, en connut les moindres trous. Il aida à nettoyer la chambre du défunt, l'encoignure prise sur le grenier, simplement séparée par une cloison de planches et dans laquelle il n'y avait qu'un ancien coffre plein de paille servant de lit, une chaise et une table. En bas, il ne dépassait point la cuisine. Il évitait de suivre les deux sœurs dans leur chambre, dont la porte, toujours battante, laissait voir l'alcôve à 2 lits, la grande armoire de noyer, une table ronde sculptée, superbe, sans doute une épave du château volée autrefois. Il existait une autre pièce derrière celle-là, si humide que le père avait préféré coucher en haut. On regrettait même d'y serrer les pommes de terre, car elles y germaient tout de suite. Mais c'était dans la cuisine qu'on vivait, dans cette vaste salle enfumée où depuis 3 siècles se succédaient les générations des Fouans. Elle sentait les longs labeurs, les maigres pitances, l'effort continu d'une race qui était arrivée tout juste à ne pas crever de faim en se tuant de besogne sans avoir jamais un sou de plus en décembre qu'en janvier. Une porte, ouvrant de plain-pied sur les tables, mettait les vaches de compagnie avec le monde, et, quand cette porte se trouvait fermée, on pouvait les surveiller encore, par une vitre enchâssée dans le mur. Ensuite, il y avait l'écurie, où Gédéon restait seul, puis un hangar et un bûcher. De sorte qu'on n'avait pas à sortir, on filait partout. Dehors, la pluie entretenait la mare, qui était la seule eau pour les bêtes et l'arrosage. Chaque matin, il fallait descendre à la fontaine, en bas, sur la route, chercher l'eau de la table. Jean se plaisait là, sans se demander ce qui l'y ramenait. Lise, gaie, avec toute sa personne ronde, était d'un bon accueil. Pourtant, ses 25 ans la vieillissaient déjà, elle devenait laide, surtout depuis ses couches. Mais elle avait de gros bras solides, elle apportait à la besogne un tel cœur, tapant, criant, riant, qu'elle réjouissait la vue. Jean la traitait en femme, ne la tutoyait pas, tandis qu'il continuait au contraire à tutoyer Françoise, dont les 15 ans faisaient pour lui une gamine. Celle-ci, que le grand air et les durs travaux n'avaient pas eu le temps d'enlaidir, gardait son joli visage long, au petit front têtu, aux yeux noirs et muets, à la bouche épaisse, ombrée d'un duvet précoce. Et, toute gamine qu'on la croyait, elle était femme aussi. Il n'aurait pas fallu, comme disait sa sœur, la chatouiller de trop près pour lui faire un enfant. Lise l'avait élevée, leur mère étant morte. De là venait leur grande tendresse, active et bruyante de la part de l'aînée, passionnée et contenue chez la cadette. Cette petite Françoise avait le renom d'une fameuse tête. L'injustice l'exaspérait. Quand elle avait dit « Ça c'est à moi, ça c'est à toi », elle n'en aurait pas démordu sous le couteau, et, en dehors du reste, si elle adorait Lise, c'était dans l'idée qu'elle lui devait bien cette adoration. D'ailleurs, elle se montrait raisonnable, très sage, sans vilaine pensée, seulement tourmentée par ce sang hâtif, ce qui la rendait molle, un peu gourmande et paresseuse. Un jour, elle en vint, elle aussi, à tutoyer Jean, en ami très âgé et bonhomme, qui la faisait jouer, qui la taquinait parfois, mentant exprès, soutenant des choses injustes pour s'amuser à la voir s'étrangler de colère. Un dimanche, par un après-midi déjà brûlant de juin, Lise travaillait dans le potager à sarcler des pois, et elle avait posé sous un prunier Jules, qui s'y était endormi. Le soleil la chauffait d'aplomb. Elle soufflait, pliée en deux, arrachant les herbes, lorsqu'une voix s'éleva derrière la haie. « Quoi donc ? On ne se repose pas, même le dimanche ?» Elle avait reconnu la voix. Elle se redressa, les bras rouges, la face congestionnée, rieuse quand même. « Dame, pas plus le dimanche qu'en semaine. La besogne ne se fait pas toute seule. » C'était Jean. Il longea la haie, entra par la cour. « Laissez donc ça. Je vais l'expédier, moi, votre travail. »
Mais elle refusa. Elle avait bientôt fini. Puis, si elle ne faisait pas ça, elle ferait autre chose. Est-ce qu'on pouvait flâner? Elle avait beau se lever dès 4 heures et le soir coudre encore à la chandelle, jamais elle n'en voyait le bout. Lui, pour ne point la contrarier, s'était mis à l'ombre du prunier voisin, en ayant soin de ne pas s'asseoir sur Jules. Il la regardait, plier de nouveau, les fesses hautes, tirant sa jupe qui remontait et découvrait ses grosses jambes, tandis que, la gorge à terre, elle manœuvrait les bras sans craindre le coup de sang dont le flot lui gonflait le cou. « Ça va bien, dit-il, que vous êtes rudement construite. » Elle en montrait quelque orgueil. Elle eut un rire de complaisance. Et il riait lui aussi, l'admirant d'un air convaincu, la trouvant forte et brave comme un garçon. Aucun désir malhonnête ne lui venait de cette croupe en l'air, de ses mollets tendus, de cette femme à 4 pattes, suante, odorante ainsi qu'une bête en folie. Il songeait simplement qu'avec des membres pareils, on en abattait de la besogne. Bien sûr que, dans un ménage, une femme de cette bâtisse-là valait son homme. Sans doute, une association d'idées se fit en lui, et il lâcha involontairement une nouvelle qu'il s'était promis de garder secrète. « J'ai vu Buteau avant-hier. » Lise, lentement, se mit debout. Mais elle n'eut pas le temps de l'interroger. Françoise, qui avait reconnu la voix de Jean et qui arrivait de sa laiterie au fond de l'étable, les bras nus et blancs de lait, s'emporta. « Tu l'as vu? Ah, le cochon !» C'était une antipathie croissante. Elle ne pouvait plus entendre nommer le cousin sans être soulevée par une de ces révoltes d'honnêteté, comme si elle avait eu à venger un dommage personnel. « Certainement que c'est un cochon, » déclara Lise avec calme. « Mais ça n'avance à rien de le dire à cette heure. » Elle avait posé les poings sur ses hanches. Elle demanda sérieusement. « Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Buteau ?» « Mais rien, » répondit Jean embarrassé, mécontent d'avoir eu la langue trop longue. « Nous avons parlé de ses affaires, à cause de ce que son père dit partout, qu'il le déshéritera. Et lui dit qu'il a le temps d'attendre, que le vieux est solide, qu'il s'en fout d'ailleurs. » « Est-ce qu'il sait que Jésus-Christ et Fanny ont signé l'acte tout de même, et que chacun est entré en possession de sa part ? » « Oui, il le sait. Et il sait aussi que le père Fouan a loué à son gendre de l'homme la part dont lui, Buteau, n'a pas voulu. Il sait que M. Baye H a été furieux, à ce point qu'il a juré de ne plus jamais laisser tirer les lots, avant d'avoir fait signer les papiers. Oui, il sait que tout est fini. »« Ah, et il ne dit rien ? » ?»« Non, il ne dit rien. » Lise, silencieusement, se courba, marcha un instant, arrachant les herbes, ne montrant plus d'elle que la rondeur enflée de son derrière. Puis elle tourna le cou, elle ajouta, la tête en bas. « Voulez-vous savoir, caporal ? Eh bien, ça y est, je peux garder Jules pour compte. » Jean, qui, jusque-là, lui donnait des espérances, hocha le menton. « Ma foi, je crois que vous êtes dans le vrai. » Et il jeta un regard sur Jules qu'il avait oublié. Le mioche, serré dans son maillot, dormait toujours, avec sa petite face immobile, noyée de lumière. C'était ça l'embêtant, ce gamin. Autrement, pourquoi n'aurait-il pas épousé Lise, puisqu'elle se trouvait libre ? Cette idée lui venait là, tout d'un coup, à la regarder au travail. Peut-être bien qu'il l'aimait, que le plaisir de la voir l'attirait seule dans la maison. Il en restait surpris pourtant, ne l'ayant pas désirée, n'ayant même jamais joué avec elle, comme il jouait avec Françoise, par exemple. Et, justement, en levant la tête, il aperçut celle-ci, demeurée toute droite et furieuse au soleil, les yeux si luisants de passion, si drôle qu'il en fut égayé dans le trouble de sa découverte. Mais un bruit de trompette, un étrange turlututu d'appel se fit entendre, et Lise, quittant ses pois, s'écria « Tiens, Lambourdieu, j'ai une capeline à lui commander. »
De l'autre côté de la haie, sur le chemin, apparut un petit homme court, trompettant et précédant une grande voiture longue que traînait un cheval gris. C'était Lambourdieu, un gros boutiquier de Cloyes qui avait peu à peu joint à son commerce de nouveautés la bonnetterie, la mercerie, la cordonnerie, même la quincaillerie. Tout un bazar qu'il promenait de village en village dans un rayon de 5 ou 6 lieues. Les paysans finissaient par lui tout acheter, depuis leurs casseroles jusqu'à leur habit de noces. Sa voiture s'ouvrait et se rabattait, développant des files de tiroirs, un étalage de vrais magasins. Lorsque Lambourdieu eut reçu la commande de la capeline, il ajouta « Et en attendant, vous ne voulez pas de beaux foulards ?» Il tirait d'un carton, il faisait claquer au soleil des foulards rouges à palmes d'or, éclatants. 3 francs, c'est pour eux rien. 100 sous les 2. Lise et Françoise, qui les avaient pris par-dessus la haie d'aubépine où séchaient des couches de Jules, les maniaient, les convoitaient. Mais elles étaient raisonnables, elles n'en avaient pas besoin. À quoi bon dépenser? Et elles les rendaient lorsque Jean se décida tout d'un coup à vouloir épouser Lise, malgré le petit. Alors, pour brusquer les choses, il lui cria « Non, non, gardez-le, je vous l'offre. Ah, vous me feriez de la peine, c'est de bonne amitié, bien sûr. » Il n'avait rien dit à Françoise, et comme celle-ci tendait toujours au marchand son foulard, il la remarqua. Il eut au cœur un élancement de chagrin, en croyant la voir pâlir, la bouche souffrante. « Mais toi aussi, bête, garde-le. Je le veux. Tu ne vas pas faire ta mauvaise tête. » Les 2 sœurs, combattues, se défendaient et riaient. Déjà, Lambourdieu avait allongé la main par-dessus la haie pour empocher les 100 sous. Et il repartit, le cheval derrière lui démarra la longue voiture, la fanfare rauque de la trompette se perdit au détour du chemin. Tout de suite, Jean avait eu l'idée de pousser ses affaires auprès de Lise en se déclarant. Une aventure l'en empêcha. L'écurie était sans doute mal fermée. Soudain, l'on aperçut l'âne, Gédéon, au milieu du potager, tondant gaillardement un plant de carottes. Du reste, cet âne, un gros âne, vigoureux, de couleur rousse, la grande croix grise sur l'échine, était un animal farceur, plein de malignité. Il soulevait très bien les loquets avec sa bouche. Il entrait chercher du pain dans la cuisine, et, à la façon dont il remuait ses longues oreilles, quand on lui reprochait ses vices, on sentait qu'il comprenait. Dès qu'il se vit découvert, il prit un air indifférent et bonhomme. Ensuite, menacé de la voix, chassé du geste, il fila. Mais, au lieu de retourner dans la cour, il trotta par les allées jusqu'au fond du jardin. Alors, ce fut une vraie poursuite. Et, lorsque Françoise l'eut enfin saisi, il se ramassa, rentra le cou et les jambes dans son corps pour peser plus lourd et avancer moins vite. Rien n'y faisait, ni les coups de pied, ni les douceurs. Il fallut que Jean s'en mêlât, le bouscula par derrière de ses bras d'homme. Car, depuis qu'il était commandé par 2 femmes, Gédéon avait conçu d'elle le plus complet mépris. Jules s'était réveillé au bruit et hurlait. L'occasion était perdue. Le jeune homme dut partir ce jour-là sans avoir parlé. 8 jours se passèrent. Une grande timidité avait envahi Jean qui, à cette heure, n'osait plus. Ce n'était pas que l'affaire lui semblât mauvaise à la réflexion. Il en avait au contraire mieux senti les avantages. D'un côté et de l'autre, on n'aurait qu'à y gagner. Si lui ne possédait rien, elle avait l'embarras de son mioche. Cela égalisait les parts. Et il ne mettait là aucun vilain calcul. Il raisonnait autant pour son bonheur à elle que pour le sien. Puis, le mariage, en le forçant à quitter la ferme, le débarrasserait de Jacqueline, qu'il revoyait par lâcheté du plaisir. Donc, il était bien résolu, et il attendait l'occasion de se déclarer, cherchant les mots qu'il dirait, en garçon que même le régiment avait laissé capon avec les femmes. Un jour, enfin, Jean, vers 4 heures,
s'échappa de la ferme, résolu à parler. Cette heure était celle où Françoise menait ses vaches à la pâture du soir, et il l'avait choisie pour être seul avec Lise. Mais un contretemps le consterna d'abord. La Frimat, installée en voisine obligeante, aidait justement la jeune femme à couler la lessive dans la cuisine. La veille, les deux sœurs avaient essuyé le linge. Depuis le matin, l'eau de cendre que parfumaient des racines d'iris bouillait dans un chaudron accroché à la crémaillère au-dessus d'un feu clair de peuplier. Et, les bras nus, la jupe retroussée, Lise, armée d'un pot de terre jaune, puisait de cette eau, arrosait le linge dont le cuvier était rempli. Au fond, les draps, puis les torchons, les chemises, et par-dessus, des draps encore. La Frimat ne servait donc pas à grand-chose, mais elle causait, en se contentant toutes les 5 minutes d'enlever et de vider dans le chaudron le seau qui, sous le baquet, recevait l'égoutture continue de la lessive. Jean patienta, espérant qu'elle s'en irait. Elle ne partait pas, parlait de son pauvre homme, le paralytique, qui ne remuait plus qu'une main. C'était une grande affliction. Jamais il n'avait été riche. Seulement, lorsqu'il travaillait encore, il louait des terres qu'il faisait valoir, tandis que, maintenant, elle avait bien de la peine à cultiver toute seule l'arpent qui leur appartenait. Et elle s'éreintait, ramassait le crottin des routes pour le fumier, n'ayant pas de bestiaux. Soignait ses salades, ses haricots, ses pois, pied à pied, arrosait jusqu'à ses 3 pruniers et ses 2 abricotiers, finissait par tirer un profit considérable de cet arpent, si bien que, chaque samedi, elle s'en allait au marché de Cloyes, pliant sous la charge de 2 paniers énormes, sans compter les gros légumes qu'un voisin lui emportait dans sa carriole. Rarement elle en revenait sans 2 ou 3 pièces de 100 sous, surtout à la saison des fruits. Mais sa continuelle doléance était le manque de fumier. Ni le crottin, ni les balayages des quelques lapins et des quelques poules qu'elle élevait ne lui donnaient assez. Elle en était venue à se servir de tout ce que son vieux et elle faisaient, de cet engrais humain si méprisé, qui soulève le dégoût, même dans les campagnes. On l'avait su, on l'en plaisantait, on l'appelait la mère caca, et ce surnom lui nuisait au marché. Des bourgeoises s'étaient détournées de ses carottes et de ses choux superbes, avec des nausées de répugnance. Malgré sa grande douceur, cela la jetait hors d'elle. « Voyons, dites-moi, vous, caporal, est-ce raisonnable ? Est-ce qu'il n'est pas permis d'employer tout ce que le bon Dieu nous a mis dans la main ? Et puis, avec ça, que les crottes des bêtes sont plus propres ? Non, c'est de la jalousie. Ils m'en veulent un rogne, parce que le légume pousse plus fort chez moi. Dites, caporal, est-ce que ça vous dégoûte, vous ? » Jean, embarrassé, répondit. « Dame, ça ne me dégoûte pas beaucoup. On n'est pas habitué à ça. Ce n'est peut-être bien qu'une idée. » Cette franchise désola la vieille femme. Elle, qui n'était pas cancanière, ne put retenir son amertume. « C'est bon, ils vous ont déjà tourné contre moi. Ah, si vous saviez comme ils sont méchants, si vous vous doutiez de ce qu'ils disent de vous. » Et elle lâcha les commérages de rogne sur le jeune homme. D'abord, on l'y avait exécré, parce qu'il était ouvrier, qu'il sciait et rabotait du bois au lieu de labourer la terre. Ensuite, quand il s'était mis à la charrue, on l'avait accusé de venir manger le pain des autres dans un pays qui n'était pas le sien. Est-ce qu'on savait d'où il sortait ? N'avait-il point fait quelques mauvais coups chez lui qu'il n'osait seulement pas y retourner ? Et l'on espionnait ses rapports avec la cognette. On disait qu'à eux deux, un beau soir, il donnerait un bouillon de 11 heures au père Hourdequin pour le voler. « Oh, les canailles !» murmura Jean, blême d'indignation. Lise, qui puisait un pot de lessive bouillante dans le chaudron, se mit à rire, à ce nom de la cognette, qu'elle-même prononçait parfois, histoire de le plaisanter. « Et puisque j'ai commencé, vaut mieux aller jusqu'au bout, » poursuivit la Frimat. « Eh bien, il n'y a pas d'horreur qu'on ne raconte depuis que vous venez ici.
La semaine dernière, n'est-ce pas, vous avez fait cadeau à l'une et à l'autre de foulards, qu'on leur a vus dimanche à la messe. C'est trop sale. Ils affirment que vous couchez avec les deux. Du coup, tremblant mais résolu, Jean se leva et dit « Écoutez, la mère, je vas répondre devant vous, ça ne m'embarrasse pas. Oui, je vas demander à Lise si elle veut que je l'épouse. Vous entendez, Lise ? Je vous demande, et si vous dites oui, vous me rendrez bien content. » Justement, elle vidait son pot dans le cuvier. Mais elle ne se pressa pas, acheva d'arroser soigneusement le linge, puis, les bras nus et moites de vapeur, devenue grave, elle le regarda en face. « Alors, c'est sérieux ? » ?»« Très sérieux. » Elle n'en paraissait point surprise. C'était une chose naturelle. Seulement, elle ne disait ni oui ni non. Elle avait sûrement une idée qui la gênait. « Faudrait pas dire non à cause de la cognette, » reprit-il, « parce que la cognette… » Elle l'interrompit d'un geste. Elle savait bien que ça ne tirait pas à conséquence, la gaudriole à la ferme. « Il y a encore que je n'ai absolument que ma peau à vous apporter, tandis que vous possédez cette maison et de la terre. » De nouveau, elle fit un geste pour dire que, dans sa position, avec un enfant, elle pensait comme lui que les choses se compensaient. « Non, non, ce n'est pas tout ça, » déclara-t-elle enfin. « Seulement, c'est Buteau. »« Puisqu'il ne veut pas ?»« Bien sûr, et l'amitié n'y est plus, car il s'est trop mal conduit. Mais, tout de même, il faut consulter Buteau. » Jean réfléchit une grande minute. Puis, sagement, « Comme vous voudrez, ça se doit par rapport à l'enfant. » Et la Frima, qui, gravement, elle aussi, vidait le seau d'égoutture dans le chaudron, croyait devoir approuver la démarche, tout en se montrant favorable à Jean, un honnête garçon, celui-là, pas têtu, pas brutal, lorsqu'on entendit au dehors Françoise rentrer avec les 2 vaches. « Dis donc, Lise, » cria-t-elle, « viens donc voir, la Coliche s'est abîmé le pied. » Tous sortirent, et Lise, à la vue de la bête qui boitait, le pied gauche de devant meurtri, ensanglanté, eut une brusque colère, un de ces éclats bourrus dont elle bousculait sa sœur, quand celle-ci était petite et qu'elle se mettait en faute. « Encore une de tes négligences, hein ? Tu te seras endormie dans l'herbe, comme l'autre fois. Mais non, je t'assure, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire. Je l'avais attachée au piquet, elle se sera pris le pied dans sa corde. Tais-toi donc, menteuse, tu me la tueras un jour, ma vache. » Les yeux noirs de Françoise s'allumèrent. Elle était très pâle, elle bégaya, révoltée. « Ta vache, ta vache ! Tu pourrais bien dire notre vache. »« Comment, notre vache ? Une vache à toi, gamine ? Oui, la moitié de tout ce qui est ici est à moi. J'ai le droit d'en prendre et d'en abîmer la moitié, si ça m'amuse. » Et les 2 sœurs, face à face, se dévisagèrent, menaçantes, ennemies. Dans leur longue tendresse, c'était la première querelle douloureuse, sous ce coup de fouet du tien et du mien. L'une irritée de la rébellion de sa cadette, l'autre obstinée et violente devant l'injustice. L'aînée céda, rentra dans la cuisine pour ne pas gifler la petite. Et, lorsque celle-ci, après avoir mis ses vaches à l'étable, reparut et vint à la huche se couper une tranche de pain, il se fit un silence. Lise, pourtant, s'était calmée. La vue de sa sœur, raidie et boudeuse, l'ennuyait maintenant. Elle lui parla la première. Elle voulut en finir par une nouvelle imprévue. « Tu ne sais pas ? Jean veut que je l'épouse. Il me demande. » Françoise, qui mangeait debout, devant la fenêtre, resta indifférente, ne se tourna même pas. « Qu'est-ce que ça me fiche ? Ça te fiche que tu l'aurais pour beau-frère, et que je désire savoir s'il te plairait. » Elle haussa les épaules. « Me plaire ? À quoi bon ? Lui ou Buteau, du moment que je ne couche pas avec. Seulement, voulez-vous que je vous dise ? Tout ça n'est guère propre.
et elle sortit achever son pain dans la cour. Jean, pris de malaise, affecta de rire, comme à la boutade d'une enfant gâtée, tandis que la Frimat déclarait que, dans sa jeunesse, on aurait fouetté une galopine comme ça, jusqu'au sang. Quant à Lise, sérieuse, elle demeura un instant muette, de nouveau toute à sa lessive. Puis, elle conclut. « Eh bien, nous en restons là, caporal. Je ne vous dis pas non, je ne vous dis pas oui. Voici les foins. Je verrai notre monde, je questionnerai, je saurai à quoi m'en tenir, et nous déciderons quelque chose. Ça va-t-il ? Ça va. » Il tendit la main, il secoua la sienne qu'elle lui tendait. De toute sa personne, trempée de buée chaude, s'exhalait une odeur de bonne ménagère, une odeur de cendre parfumée d'iris.